Il y a un problème. Et ça peut nous le cas. Ça va? Bon, voilà. Il y a un problème de communication entre les appareils. Quel est le problème? Vous avez un écho. Il faut désactiver un des micros. Voilà, je crois que c'est réglé. C'est réglé. Pas tout à fait. Bon, le mieux. Il y a des choses qui sont faites 2 fois. Fait 2 ou 3 fois. Ça, c'est fait. Ça, c'est important. Bon, voilà, donc on a réglé un petit problème de logistique avec, parce que nous étions, M. Karim Mahrez et moi, dans la même salle et ce n'était pas possible lorsqu'on a deux laptops. Donc, je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue. On s'excuse si on n'a pas démarré. Marhaba, c'est Helmi Ismail, bon, qui représente le ministère de la Santé de la Tunisie. Et bien sûr, Monsieur Helmi, normalement, on attendait un mot d'ouverture de Monsieur le ministre, sinon à clôture, il va nous dire quoi. Bienvenue à Madame Ghislaine, donc elle a été parmi les premiers à se brancher. Si Lutfi Allani, marhaba bik, et vraiment on est tout heureux de vous avoir. Madame Fatima, bon, bienvenue et j'espère qu'on fera 1h30 d'échange utile et intéressant et pour les panélistes et pour ceux qui nous suivent, bien entendu. Nous avons actuellement une 50aine qui sont en train de se brancher. Normalement, nous avons une centaine d'inscrits, aussi bien de Tunisie, d'Afrique et d'Europe. Bon, bien sûr, certains vont nous rejoindre un petit peu. Bon, nous attendons, mais on va démarrer. Nous attendons 2 éminents panélistes, docteur Aziz Matri, qui est en train de se brancher actuellement, et puis le panéliste de Côte d'Ivoire, qui est le président de la société de télémédecine en Côte d'Ivoire, que j'ai appelé au téléphone, qui va se brancher immédiatement. Je pense qu'on ne va pas, je dirais, les attendre. On va y aller directement, on va démarrer. Si Karim Mahrez, donc bien sûr, on était ensemble dans la salle et lui va assurer la modération de ce webinaire et normalement, je dirais qu'on essaiera avec lui d'articuler ce webinaire en 3 parties sur 3 axes importants. Et bien sûr, vous tous, vous allez intervenir du début à la fin. Il y aura un premier tour, un deuxième tour. Donc, je vous remercie tous d'être là. Moi, je suis l'organisateur du Salon international technologie de l'information et de la communication dédié à l'Afrique, CITIC Africa, qui s'organise depuis 2016. C'est un salon international dédié à l'Afrique. Nous attendions pour l'édition 2020, mois de juin,
quelques 400 entreprises africaines, mais malheureusement, à cause de la pandémie, nous avons dû annuler cette édition qu'on a transformée en édition spéciale virtuelle déclinée en webinaire. Hier, on avait un webinaire sur la transformation digitale dans le secteur bancaire. Aujourd'hui, le thème est extrêmement important, le e-santé en Afrique, avec toutes ses implications à la fois directes sur la santé de l'Africain, là où il est, mais aussi tous les avantages de la transformation digitale de la santé, aussi bien dans la, je dirais, diligence dans l'offre de services que dans la précision de l'action. Et bien sûr, dans tout cela, vous êtes tous des éminents spécialistes, vous allez en parler. Alors, je vais céder la parole avant de donner la main à notre ami M. Karim Mahrez. Je vais donner la parole à M. Helmi Ismail, qui représente M. le ministre de la Santé publique. Il va nous dire si M. le ministre va intervenir ou bien il va s'excuser auprès de lui. Et bien sûr, M. Helmi Ismail, en collaboration avec M. Lotfi Allani, ils vont présenter un peu l'état des lieux de la santé, de l'e-santé, de la transformation digitale de la santé en Tunisie. On va essayer d'être bref pour que nous puissions avancer dans notre discussion dans une logique interactive et surtout qui soit un petit peu dans un esprit de voir quelles sont les perspectives pour nous tous dans le e-santé, aussi bien dans nos pays respectifs que dans le monde. C'est Helmi Ismail, bienvenue encore et je vous cède la parole. Bonjour à tous. Bonjour, chers panélistes. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Donc, merci Siferi Tounsi pour l'organisation de cet événement dans les conditions particulières que vous avez citées. Nous nous réjouissons en fait que cet événement soit maintenu malgré donc, la pandémie. Nous remercions également les personnes qui assistent en fait à ce webinaire en nombre d'une cinquantaine, si j'ai bien compris. Donc, je les salue. Je tenais à vous présenter les excuses de Monsieur le ministre de ne pouvoir assister au démarrage de la réunion étant retenu en fait au Parlement. Je vous tiendrai au courant tout au long en fait de ce webinaire s'il est en mesure de nous rejoindre ou pas. Je tenais également en fait à vous transmettre son intérêt à l'événement à double titre. L'intérêt déjà pour la santé numérique comme étant un axe fondamental de la réforme de santé. On pourra en parler tout à l'heure en fait de notre vision sur l'intérêt de cet outil dans la réforme, le pourquoi et le comment on va procéder. Et je tenais également au nom du ministre à vous remercier de l'organisation de cet événement qui est une opportunité nouvelle pour créer des collaborations et des espaces d'échange entre experts, mais également entre utilisateurs du système de santé et bénéficiaires du système de santé afin de pouvoir en fait moduler les actions qu'on est amené en fait à réaliser au bénéfice du système de santé tunisien, mais également à l'échelle du continent avec des axes de collaboration aussi bien sanitaires que technologiques. Et je salue donc mes confrères du Maroc, de la Côte d'Ivoire ou d'autres pays d'Afrique afin de pouvoir coordonner nos actions directement ou indirectement. Quand je dis directement, c'est entre pouvoirs publics ou indirectement avec les associations telles que la Société tunisienne de télémédecine ou d'autres sociétés à l'échelle marocaine ou la société francophone en fait qui est représentée par Madame Ghislaine sur le pont. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole peut-être à mes autres confrères et nous serons amenés à échanger plus loin sur notre vision, sur notre analyse de l'état des lieux en Tunisie et sur les axes de collaboration possibles et futurs entre les différents intervenants. Merci. Merci, c'est Helmi.
je prends un peu, je démarre pour prendre le contrôle un peu. Merci pour l'invitation. Aujourd'hui, d'abord, je tiens à dire bienvenue aux panélistes en ce moment. Important, c'est que la CITIC Africa, on a démarré en 2018 en faisant un panel dédié à la santé. Et on est à notre 3e session aujourd'hui. Et à chaque fois, on essaie un peu de nous positionner en tant qu'infrastructure de santé dans le cadre tunisien. Ensuite, dans un deuxième volet, parler de la collaboration avec les différents pays du continent, essentiellement africain, parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup à faire en termes de santé au niveau du continent. Entre-temps, depuis 2018, les technologies sont en train d'avancer à une vitesse vertigineuse. Et ça, c'est une très, très, très bonne nouvelle pour ce secteur, notamment celui de la santé. Pourquoi? Parce que ces technologies de santé connectée vont vraiment permettre aux pays d'être très proches les uns aux autres. Et donc, tout ce qu'on peut faire dans un pays peut être très rapidement duplicable dans un autre et vice-versa. Il faut vraiment changer de modèle et ne pas raisonner en mode silo. C'est pour ça que c'est important qu'on va parler de la Tunisie, de sa situation, de sa roadmap. Ensuite, dans un deuxième volet, on va voir comment on peut jouer ensemble. Côte d'Ivoire, je n'ai pas son numéro de téléphone. Alors, je vois, c'est Aziz Toumane. Bon, assalamu alaikum. Si vous permettez, Karim, si vous permettez, je viens d'avoir un message de notre ami Monsieur Dibi, donc Laurent Kouakou, qui est de Côte d'Ivoire. Il dit qu'il est branché, mais malheureusement, il n'est pas en vidéo. On va le contacter pour qu'il essaie d'améliorer ça. Donc, on peut parler à notre ami de Côte d'Ivoire en même temps. Voilà, merci. D'accord, d'accord. Donc, aujourd'hui, je reviens. On a démarré en 2018 et il y avait une sorte de roadmap. Pour le secteur, la première partie de ce webinaire, c'est un peu parler de notre roadmap, où on en est aujourd'hui, par rapport au plan de développement de la santé sur le territoire tunisien. Je pense que dans la deuxième étape, c'est Aziz prendra le Matri, à qui je souhaite la bienvenue, prendra le contrôle pour parler un peu des différents projets de la télémédecine, qu'est-ce qu'on peut faire avec les différents pays du continent africain. Comme ça nous permettra d'aller beaucoup plus vite, du moins au niveau du continent. Donc, je démarrerai au début en posant un peu le débat sur la situation en Tunisie. Aujourd'hui, il y a un plan qui a été mis il y a quelques années en place pour évoluer et arriver à atteindre un niveau où chaque citoyen doit avoir son dossier médical et faire en sorte que tout autour de ce modèle, on met le patient au cœur du système pour avancer, évoluer. Bien sûr, cela demande toute une roadmap côté infrastructure pour connecter les hôpitaux, mettre en place des infrastructures de télémédecine et aboutir vers un système d'information global. Donc, il y a les deux intervenants, alors c'est Helmi Ismail et c'est l'autre qui, Alain, et aujourd'hui qui sont avec nous. Pour moi, c'est les deux piliers de la mise en place de ce système d'information, puisqu'il s'agit et du ministère et du centre informatique de la santé. Maintenant, je voudrais poser la question où on en est aujourd'hui par rapport à 2018-2019, sachant que, et tout le monde le sait, on a eu beaucoup de changements de gouvernement malheureusement en Tunisie et il est clair qu'il y a des projets qui ont été retardés. On est tout à fait d'accord, il n'y a aucun souci, mais par contre, il est important de voir un peu
quels sont les plans de développement, comment on va évoluer, comment on va mettre les choses sur rail pour avancer et atteindre nos objectifs. Donc, je ne sais pas qui veut, ou si l'autre fille, c'est Helmi, si vous avez quelque chose par rapport au plan 2018-2020. Oui, merci beaucoup, c'est Karim pour la question. Peut-être avant d'y répondre et de dire quel est l'état des lieux des projets, il serait intéressant en fait de dire qu'est-ce qu'on voulait réaliser déjà en La 2018. liaison n'est pas bonne. Donc, comme je le disais, je ne sais On pas si vous n'entend m'entendez. pas. Est-ce que les autres interlocuteurs m'entendent? Allô? Oui. Donc, peut-être avant de décrire l'état des lieux et surtout l'état d'avancement des projets, il serait intéressant de revenir sur les projets qui avaient été déjà projetés en 2018 et l'actualisation de cette vision. Où est-ce qu'on veut aller en réformant notre système de santé et plus particulièrement sur la composante de la santé numérique. Si vous permettez, je vais partager avec vous un document que j'ai actualisé mais qui reprend en grande partie les éléments qui ont été échangés en 2018 à l'occasion du même événement. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, oui. Oui. Donc, à l'époque, et c'est toujours d'actualité, il y a une composante en fait de mise à niveau des infrastructures de communication. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est les infrastructures d'échange qui vont permettre en fait d'interconnecter les différents intervenants du système de santé. Il y a une composante qu'on appelle système d'information hospitalier qui va tourner autour de la constitution d'un dossier patient tout au long de son parcours à travers les 3 lignes de soins pour le système de santé publique. Donc, la première ligne, la deuxième ligne et la troisième ligne, donc selon la complexité en fait, de la prise en charge du patient. Un deuxième niveau concernant le système d'information sanitaire qui va englober plus largement le parcours du patient dans le système de santé en dehors juste de la filière publique, mais tout en s'appuyant sur un dossier patient qui va pouvoir circuler entre la médecine de ville, les établissements de santé privés, les cliniques ou autres, mais qui va également transporter et véhiculer l'échange autour du patient entre les autres intervenants, payeurs, pharmacies ou autres. Et au-dessus de ce niveau-là, il y avait un niveau de téléservice et de télémédecine au bénéfice du patient citoyen autour de téléservices, par exemple de rendez-vous, de prise en charge individuelle ou autour d'offres de télémédecine, comme on la connaît, autour de la télésurveillance, expertise, téléassistance ou téléconsultation. Vous voyez également verticalement qu'il était envisagé de s'appuyer également sur les avancées technologiques autour du mobile development, sur le mHealth, donc particulièrement par exemple, pour la prise en charge des patients atteints de maladies chroniques. Il y a eu, pendant les dernières années, des offres qui ont été lancées autour, par exemple, du M-diabète ou autre. Une autre composante qui a été envisagée et qui l'est toujours, c'est la composante de l'innovation. Je la mets en rouge pour dire qu'elle est extrêmement importante parce qu'on veut bénéficier, on veut profiter de la réforme du système de santé, on veut bénéficier de l'apport des outils technologiques pour avoir une autre approche de prise en charge du patient autour de thématiques telles que la recherche, telles que la médecine qu'on appelle 4P communément, c'est-à-dire une médecine personnalisée qui soit également préventive, prédictive, participative, où on demande en fait l'interaction avec le patient et le patient empowerment en fait. Ces nouveaux outils technologiques nous permettraient également de développer des systèmes d'aide à la décision, de meilleurs systèmes de surveillance épidémiologique, et on voit typiquement l'intérêt en fait dans le contexte actuel, en fait le contexte du coronavirus, l'intérêt de développer des outils qui appuient
et qui anticipe en fait l'action publique autour de la surveillance épidémiologique. Ceci étant avec des outils, du big data, de l'intelligence artificielle, des objets connectés ou autres. Et cette réforme-là, pour pouvoir la réaliser, il fallait l'accompagner par un ensemble de mesures qui soient des mesures en fait incitatives, des mesures d'accompagnement réglementaire, de l'accompagnement capacitaire, de l'accompagnement en termes de formation, de nouveaux cadres d'interopérabilité et de gouvernance. Je ne vais pas m'étaler là-dessus pour l'instant, mais telle est la vision globale, telle qu'on l'a imaginée et telle on continue à l'imaginer, puisque c'est la vision du ministère qui est projetée à l'échelle de 2030. La question que vous me posez, c'est Karim, vous me posiez avant cette introduction, c'est où est-ce qu'on en est aujourd'hui, depuis 2018. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a des travaux qui ont continué particulièrement partie de l'infrastructure de communication. Donc, ce qu'on appelle, pour les connaisseurs, en fait, le réseau national de santé, c'est vraiment le renforcement en termes de débit de ce réseau-là, l'extension en termes de couverture de ce réseau, la mise à niveau des réseaux au niveau des structures hospitalières, principalement de 2e et 3e niveau à ce stade. Il y a également le développement du système d'information hospitalier avec le déploiement du dossier médical informatisé, et je céderai la parole à mon collègue Lotfi Aleni, en fait, du centre informatique, pour vous donner l'état d'avancement en fait du déploiement de ce dossier médical à l'intérieur de nos structures hospitalières. On a travaillé également sur la sécurisation du médicament avec ce qui est connu sous le nom de la DJIN, c'est-à-dire la dispensation journalière, individuelle et nominative du médicament, en informatisant à la fois la prescription, le circuit de la prescription, mais également le circuit de la dispensation, de manière à ce qu'on soit assuré que pour un individu, un patient donné, on ait sécurisé le circuit de la dispensation de son médicament. Nous avons par ailleurs travaillé sur d'autres initiatives en fait de services. Il y a des services de prise de rendez-vous entre les niveaux hospitaliers, donc les prises de rendez-vous pour des patients entre le 2e et 3e niveau principalement, et évidemment nous avons pu, pendant la période du corona, donc la dernière période, en fait, vous l'avez certainement constaté, développer des services à l'intérêt et à l'usage du patient, principalement pour, par exemple, la prise de rendez-vous à distance pour les tests au niveau des laboratoires, pour la réalisation des tests RT-PCR, excusez-moi, d'autres applications qui ont été développées en collaboration avec l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes pour la prise en charge des patients atteints du Covid, tels que les services de Covid-20, des services EHMI pour l'identification des personnes qui arrivent de l'étranger et le contact tracing. Donc un ensemble d'applications qui ont été mises en place durant les derniers mois pendant le contexte du Covid. Voilà. Merci beaucoup. Merci Helmi de cette vision qui, à mon avis, c'est un peu ce que partagent presque tous les pays. Il faut rattraper. Et parler de téléservices, de télémédecine en 3e niveau, c'est excellent. Maintenant, ce qu'on a subi, c'est le changement des gouvernements. Il est clair qu'il y a eu du retard, il faut le dire, et c'est là où je passe à Lotfi Aleni, qui préside le centre informatique de la santé, pour dire que Lotfi, la Tunisie souffre de mise en œuvre. On a un problème de mise en œuvre clair, et malheureusement, je sais que vous venez de prendre les rênes de ce centre, mais à mon avis, aujourd'hui, vu la vitesse avec laquelle le monde est en train d'évoluer, quel est votre plan? Comment va évoluer? Quel est le nouveau rôle du centre informatique
de la santé et comment vous allez faire pour attaquer tous ces projets en parallèle, parce qu'il y en a plusieurs maintenant, et il faut rattraper le retard. Il y a des vies qu'on pourra récupérer avec ces systèmes d'information nouveaux. Donc, quelle est votre vision par rapport à ce centre informatique et comment vous allez faire pour cette mise en œuvre, rattraper le retard et faire avancer le pays? C'est l'autre fille. Merci, c'est Karim. Allô? C'est bon? On vous entend, c'est l'autre fille. Karim, bon, honnêtement, c'est pour cela que Helmi, nous sommes en travail en collaboration totale. Il a tout présenté, même la vision, je ne peux pas dire du centre, mais du ministère et du centre et du secteur santé, une vision il a parlé de notre futur proche qu'on doit développer plusieurs applications et au niveau infrastructure, nous sommes en plein chantier dernièrement pour travailler sur l'infrastructure et même au niveau applicatif. Je peux vous permettre de présenter un peu le centre informatique du ministère en 5 minutes. C'est pour vous répondre, Karim, on va pas commencer du zéro. Il y en a des acquis, il y en a des travaux déjà réalisés et on va aller vers le développement de ces travaux et on va vous montrer qu'il existe des travaux déjà opérationnels et déjà fonctionnels, mais on va aller pour élargir tous ces travaux-là vers une santé numérique bien développée et surtout pour le citoyen tunisien, on doit approcher les services de la santé aux citoyens. Bon, le centre informatique du ministère, on va 5 minutes, je ne veux pas dépasser les 5 minutes. Présentation du SIMS, notre mission, les collaborateurs avec lesquels on travaille, les partenaires, les systèmes d'information hospitalière et les services numériques de la santé. En 2 mots, le centre, c'est un établissement public créé en 1992. Son rôle, il est un acteur majeur dans le domaine de l'e-santé en Tunisie. Il contribue à améliorer les conditions de prestation des soins tout en assurant l'accompagnement des structures sanitaires publiques dans leur transformation numérique. Bon, notre vision, elle est claire, être une référence nationale et on doit aller vers une numérisation des structures sanitaires en basant sur le respect du citoyen et des structures, le professionnalisme et la confiance et la qualité de service. On va travailler beaucoup sur la qualité de service maintenant. Bon, notre mission, comme j'ai déjà parlé, c'est l'assistance technique et conseil et accompagnement des structures sanitaires, développement des compétences dans le domaine dans tous les domaines pour les employés de la santé publique, fournir des services Internet, études de conception, développement et installation des solutions des logiciels, exploitation et maintenance du réseau. Ce sont les grands axes de notre mission. Nous sommes 211 entre ingénieurs et techniciens et administration. Le taux d'encadrement, c'est 76,5 sont diplômés d'enseignement supérieur, majorité des techniciens supérieurs et des ingénieurs et des analystes. Disons, la couverture sur 98 délégations. Ces 98 délégations en moyenne, nous avons 1 par délégation par hôpital. Il existe parfois des EPS, là on trouve 2 techniciens. Bon, bien sûr, quels sont, on ne peut pas dire clients, mais nos partenaires, c'est tout ce qui est EPS, les hôpitaux régionaux,
et hôpital de circonscription, groupement de santé et l'administration telle que les directions régionales. Nous avons 23 EPS, établissements publics de la santé, des CHU, voilà, et 35 HR et 110 HC et 27, ce sont les structures de soins de base. Ils sont tous connectés au réseau aujourd'hui du réseau de la santé RNS. Projeté dans deux ans max, on a déjà commencé de travailler sur ça, c'est de connecter, comme il a dit Helmi, les 2600 CSB. On va les connecter ici dans 2 ans, max dans 2 ans et demi. On doit, parce que nous avons déjà un programme pour numériser CSV là, et nous sommes en cours d'élaboration des cahiers de charges et au niveau de numérisation de CSP. Bon. Voilà notre système d'information. Je ne veux pas parler beaucoup. C'est un système d'information hospitalière basé sur le système d'information de gestion, système d'information médicale, système d'information médico-administrative et tout ce qui est système d'information médico-économique, système d'information de pilotage et d'aide à la reprise des décisions. Ça, ce sont des applicatifs, je ne peux pas dire des grands applicatifs, ce sont des systèmes qui sont déjà opérationnels à l'échelle des établissements et des structures sanitaires. Et le système d'information SAMI. Bon, le système d'information de pilotage, ce qu'on appelle nous CIPAD, c'est un ensemble de tableaux de bord qui regroupe essentiellement les données du système d'information hospitalière et permet à travers des indicateurs de piloter les activités d'un établissement hospitalier, de mesurer la performance et amélioration du gouvernement. En un seul mot, ça veut dire voilà un affichage de généralement des tableaux de bord qu'on reçoit à côté à droite là. Ça veut dire généralement ce sont des outils d'aide à la décision pour les responsables qui sont en train de. Il est connecté maintenant à peu près la majorité des établissements. Il reste quelques sites, nous sommes projetés dans cette 2 mois prochains ou 3 mois prochains, on va les connecter. Bon, si ce n'est pas de contrôle d'analyse des fonctions du système d'établissement hospitalier, capitaliser les forces du système, les consolider et les promouvoir, décider, ce sont les rôles de ce système CIPAD. Voilà, comme c'était indiqué, je dois avancer un peu. Bon, il travaille sur les 3 niveaux, un niveau central et un niveau régional et un niveau hôpital. Bon, le CIPAD généralement, c'est quelques images de décision. Il travaille sur les activités du service de réanimation, l'admission. Comment? Admission dans chaque hôpital, tout ce qui est admission, le suivi de la capacité d'admission de services hospitaliers et la géolocalisation et l'admission de COVID au niveau national. On l'a intégré dans la période de COVID. Bon, le système d'information médicale SIM, c'est un système qui permet de gérer et de manipuler toutes les informations concernant des aspects cliniques provenant des laboratoires, de l'imagerie, des examens et des dossiers médicaux. Le système d'information médico-administratif, c'est un système intégré qui permet de stocker et de manipuler et rechercher une information concernant les aspects administratifs. C'est l'autre fille. Oui. C'est l'autre fille. Si vous pouvez aller plus vite par rapport à ça, parce que les vraies questions, c'est la mise en Oui, œuvre. je passe. Ça veut dire, c'est pour vous dire qu'on va pas, on commence pas de rien, il existe un système. Très bien, très bien. Bon, je passe rapidement. Le système d'information de gestion hospitalière, c'est un système qui permet de gérer les informations concernant les aspects administratifs et cliniques, basé sur 13 applications, gestion financière, budgétaire, comptabilité, stock, etc. Bon,
je passe par tout ce qui est médico-économique en répondant à votre question, quels sont nos projets. Nous, il existe plusieurs plateformes au niveau services numériques. Par exemple, on parle aujourd'hui de plateformes de tout ce qui est mobile. Ça veut dire, si je peux vous répondre à une question, le système d'information, je m'excuse. Pendant la période du Covid, on a développé des applications pour tout ce qui est rendez-vous et tests Covid. Ces systèmes-là, on va les ajouter prochainement sur d'autres systèmes. Ce n'est pas seulement pour le Covid, on va le développer. Ça veut dire comment on va gérer les rendez-vous. Et nous sommes maintenant, les rendez-vous, ce sont tous en ligne avec l'utilisation des techniques mobiles. La personne ou bien le demandeur, il reçoit un code transmis par un SMS pour confirmer son rendez-vous et un code qui peut avoir ses résultats, etc. Il existe aujourd'hui des applications qui sont déjà opérationnelles dans ce domaine. Bon, répondant à vos questions et votre souci, Karim. Nous, en premier lieu, notre rôle prochainement, c'est de développer l'infrastructure. Aujourd'hui, c'est vrai, on a commencé déjà avec le ministère et le Tunisie Télécom. On a commencé d'augmenter le débit de la... On ne peut pas parler de télémédecine s'il n'y a pas une bande passante élargie. Aujourd'hui, on parle de 4 mégas et 10 mégas. Non. Maintenant, nous sommes en accord... nous sommes en train de travailler sur le doublement de la bande passante avec Tunisie Télécom et prochainement, on a déjà commencé, et prochainement, tout le secteur santé, il va avoir une bande passante adéquate pour réaliser, pour transmettre ces services. Très bien. Et surtout, on va ajouter pour les connecter les 2600 sites. Lorsqu'on prépare tout ce qui est infrastructure et tout ce qui est, disons, système et applicatif, on peut développer. Nous, notre rôle aujourd'hui, de travailler beaucoup sur la préparation infrastructure et équipement. Très bien. Merci beaucoup, c'est l'autre fille. Merci. Même si il aurait été, c'est important d'avoir une visibilité sur les dates, sur comment ça va se faire, quel est le plan. Mais je vois un peu que vous reprenez les choses en main et c'est vrai, le centre informatique ne démarre pas de rien, hein, ça fait des années, depuis 92 qu'il travaille. Donc, on compte vraiment sur vous pour mettre en place les différentes applications et surtout lier ce que vous faites à la vraie vision de la santé 2.0. Donc, sans trop tarder, moi, je voudrais céder la parole à Aziz El-Matri pour passer si on peut retirer le document. Voilà, c'est bon. Oui. C'est bon, retirer le document, c'est bon. Pardon? Pour retirer le document, c'est bon, c'est fait. Très bien. Donc, je voudrais sans tarder donner la parole à Aziz El-Matri qui va gérer la partie de la télémédecine et de la e-santé puisqu'il préside Aziz depuis plusieurs années de télémédecine et de e-santé. Sans trop tarder, Aziz, bien sûr, l'évolution de la télémédecine en Tunisie, votre bataille depuis plusieurs années, et le plus temps un peu aujourd'hui, c'est où on en est. La mise en place de la loi qui a été validée par l'ARP, mais surtout, comment on va évoluer vers l'avenir, comment on va faire ce lien et comment on va avancer avec le continent. C'est Aziz. Avant de passer la parole à Aziz, nous souhaitons la bienvenue à M. Kouakou Florent Dibi de Côte d'Ivoire. Bienvenue, M. Florent. Merci à vous et bonjour à tout le monde. En fait, j'ai eu le lien de participant, donc j'entendais tout, mais je ne pouvais pas intervenir. Donc, merci de nous associer à ce panel. C'est Dr Aziz. Bonjour, M. Dibi, bienvenue. Bonjour à tous. Je remercie Sifarid pour l'organisation de ce forum.
qui est très utile, qui s'adresse aux Tunisiens et aux étrangers, et surtout aux Africains, puisque le souci du CETIC, c'est de développer des relations de plus en plus approfondies et fructueuses entre la Tunisie et l'Afrique, entre les pays africains entre eux. Je voudrais faire une remarque à mes précédents intervenants. Je les remercie de toutes les données, mais il est dommage que nous n'ayons pas beaucoup avancé. J'ai devant moi les décisions du Conseil des ministres de 2019, les recommandations du ministère de 2018. On est à la même situation. Donc, il est vrai que la situation politico-économique est un peu particulière à la Tunisie, mais nous espérons beaucoup mieux et de donner une mise à jour réelle. Je pose une question en passant. Où est-ce qu'on en est maintenant? Qu'est-ce qui fonctionne? On nous a donné des projets, des diagrammes, etc. Mais qu'est-ce qui fonctionne? Est-ce que le Tunisien peut prendre rendez-vous par téléphone à son hôpital? Est-ce qu'un hôpital peut à tout moment faire communication? Bon, c'est juste des remarques pour le débat ultérieur. Alors, c'est pour cela, pour cette raison, que j'ai proposé à Séphéride ou CETIC d'inviter des collègues africains et des Français qui s'intéressent à l'Afrique pour voir qu'est-ce qui a été fait ailleurs. Nous, notre impression en tant qu'association, c'est une association qui a 20 ans d'âge, depuis 1998, je suis personnellement président du groupe de la santé numérique dans le cadre du dialogue sociétal, donc où le gouvernement et les organismes internationaux sont impliqués, mais pourquoi cette lenteur à réaliser. Et c'est pour cela donc, que j'ai proposé 3 personnes. Donc, nous commençons éventuellement par le Maroc, si vous voulez, où la Fatima Zahra, qui est professeure en médecine, chargée de l'enseignement de télémédecine au Maroc, et en particulier à l'université Mohamed VI à Casa, pour nous parler de leur expérience. Merci beaucoup. Wallahi barak fik. Merci beaucoup, professeur Matri. Merci beaucoup pour l'équipe, pour cette organisation de ce panel et merci de m'avoir invitée. En tant que Marocaine, je suis très heureuse de pouvoir participer à ce panel qui pourrait contribuer à échanger, à être un socle pour un échange d'expériences, c'est ce qu'on a toujours dit par rapport à l'Afrique et surtout par rapport au Maghreb, parce que nous avons les mêmes problèmes, on a la même problématique de santé. Ce que je voulais dire, c'est que la télémédecine est devenue maintenant une nécessité, c'est une urgence. Le Covid n'a fait que, ou la Covid n'a fait que nous démontrer cela. Nous sommes très en retard et s'il y a une possibilité pour rattraper ce retard en matière de propagation de qualité de soins, c'est la santé numérique et c'est la télémédecine. Il n'y a pas d'autre possibilité. Aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'au niveau de l'Afrique et grâce au colloque qui était réalisé à Hammamet il y a 2 ans de cela, on a pu se regrouper en groupe francophone de santé numérique avec l'aide de la Société française de santé digitale, que nous remercions. Et à la tête donc de ce groupe francophone, il y a avec nous le docteur Dibi qui va peut-être en parler. Et c'est une ébauche disons, de groupement qui permettrait d'échanger donc les différentes expériences en télémédecine en Afrique. Je suis ravie de voir ce programme de Tunisien, du ministère, parce que justement, il y a un début à tout de toute façon et il est question justement de mettre en œuvre tout cela. Au Maroc, personnellement, à notre niveau, au niveau, on s'est dit que déjà la première chose à faire, c'est déjà faire connaître la télémédecine et réaliser un diplôme universitaire de télémédecine à la faculté de médecine de Casablanca.
Et donc, c'est ce qui a été fait. Nous sommes à notre 4e module, professeur Matri, donc il y a des choses qui ont été faites malgré le problème de Covid et des réunions qui n'étaient pas possibles. Donc, on a fait pratiquement 3 modules en visioconférence. Un grand nombre de médecins s'y est inscrit et donc, on est dans l'évolution de l'enseignement. Maintenant, au niveau pratique, moi, je pense que la santé numérique et la e-santé en général va permettre d'avoir une démocratisation dans nos pays. Elle va permettre d'avoir une transparence totale au niveau de notre système de soins et un parcours de soins. Pour moi, l'essentiel au Maroc, c'est que nous avons un gros problème de parcours de soins. Et ce parcours de soins ne pourra être réalisé que grâce à la digitalisation et grâce à la télémédecine. Donc, et le dossier médical, il y a certains services, notamment d'oncologie, qui ont réussi à mettre au point un dossier médical partagé, un dossier médical informatisé en oncologie, pratiquement au niveau national, et l'ébauche a été faite au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Ça doit être vraiment, disons, de manière généralisée au niveau de tous les hôpitaux. Le parcours de soins, nous avons des problèmes de parcours de soins coordonnés qui est une pièce, disons, inévitable dans tout le système. Le Covid nous a montré qu'il y a vraiment des défaillances à ce niveau-là. Défaillance du parcours de soins. Un malade en réanimation dans un hôpital périphérique, il doit avoir un accord administratif de la DRS, du ministère, de ceci pour aller au CHU, alors que ce sont des malades graves. Alors que c'est très facile de le faire par e-santé et par télémédecine de manière très, très, très rapide. Donc, je pense que nous n'avons pas besoin de gros moyens pour aller de l'avant. Récemment, j'ai vu des articles au niveau national marocain que certains opérateurs veulent développer la 5G. Je ne sais pas ce que vous en pensez, donc je laisse le débat ouvert, mais en tout cas, il faut aller de l'avant au niveau digitalisation, au niveau parcours de soins, au niveau dossier médical informatisé et en parallèle, bien sûr, enseigner parce que les gens essayent de faire de la télémédecine sans connaître les aléas de la télémédecine, surtout au niveau légal, au niveau cyber security, et à tous les niveaux, au niveau de l'utilisation des données personnelles, etc. Donc, nous sommes à ce stade-là et je pense qu'il est urgent d'aller de l'avant pour, c'est le meilleur moyen de démocratiser nos pays. Merci. Merci pour cette intervention. Je salue en passant le professeur Zeroueli, qui était censé participer lui aussi au nom du Maroc. Le professeur Zeroueli, qui était un ancien ambassadeur du Maroc en Tunisie et ancien DRN de la faculté de médecine, ancien ministre, etc., qui a une grande expérience. Pour des raisons personnelles, il s'est excusé. Mais je crois que la FATMA représente très bien le Maroc sur tous les plans. Merci. Et je passerai maintenant à l'Afrique subsaharienne en rappelant que notre association, qui a 20 ans d'âge, a organisé 6 forums internationaux. Et dans chaque forum, il y avait à la fin une réunion sur l'organisation d'un groupe francophone, franco-africain surtout, pour le développement de la santé numérique. Et que plusieurs personnes y avaient participé. Je citerai en passant donc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali, le Congo, le Niger, et puis en Afrique du Nord, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc, et même nous avons associé l'Inde dans une de nos réunions. Donc, notre association qui est une ONG, un but qui est sociétal, pour servir le citoyen dans tous ces pays et favoriser les échanges entre notre pays et d'autres pays, et surtout les pays africains, en collaboration avec les collègues français. Donc, Monsieur Dibi, si vous pouvez nous parler de votre expérience
en Côte d'Ivoire. Je sais que vous êtes des pionniers et que vous êtes bien organisés dans ce domaine. Merci, professeur Aziz Matri, cher maître, cher aîné. Merci de cette opportunité que vous nous donnez de participer à ce colloque. Bonjour encore une fois à tous, à Fatima et à Madame Ghislaine de l'Académie, également au président de la CITIC qui ont bien voulu nous associer pour que nous apportons un peu la voix de l'Afrique subsaharienne. Alors, donc, je vais intervenir pour parler un peu du groupe francophone santé numérique en général, ce qui se fait au sein de notre groupe, et puis donner un peu au niveau de la Côte d'Ivoire ce qui se fait. Et donc, je pense que le professeur Matri l'a dit et également Fatima, depuis les 5 dernières années, nous sommes allés nous abreuver aux différents congrès de la Société française de télémédecine à l'époque pour nous imprégner de ce que c'est que la télémédecine et ce que cela pourrait apporter dans notre pratique médicale. Je ne reviens pas sur les défis sanitaires que vous connaissez, qui ne sont pas tellement différents que l'on soit de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne ou de l'Afrique au niveau du Sahara, qui est défi de mortalité maternelle et infantile, et puis l'émergence de plus en plus des maladies chroniques, des maladies non transmissibles, qui vont être la problématique véritable des pays en voie de développement, puisque l'espérance de vie va en grandissant. Et donc, depuis ces 5 dernières années, nous avons travaillé en participant principalement au colloque de la Société française de santé digitale, de télémédecine plutôt, pour comprendre les enjeux, voir aussi ce qui avait marché, ce qui n'avait pas marché, et voir comment est-ce qu'on pouvait transposer ces résultats prometteurs en Afrique, qui pour nous, quand on considère la définition de la télémédecine, c'est comme si la télémédecine avait été conçue pour les pays d'Afrique, parce que ça répond à tout ce qui est déserts médicaux, parce que quand on parle de désert médical en Europe, alors que quand on vient en Afrique, on voit que les vrais déserts médicaux, c'est vraiment en Afrique et surtout même en Afrique subsaharienne. Donc, la télémédecine correspond dans son déploiement à cette problématique de santé, de disponibilité en ressources humaines, disponibilité en infrastructures, de coordination et d'organisation des soins. Donc, nous, pays africains, la télémédecine d'une manière singulière et la e-santé en général doivent être perçues comme, j'allais dire, un recours, comme une aubaine vers laquelle nous devons y aller. Alors, nous, à titre personnel, nous sommes engagés par passion et chemin faisant, on a pu, j'allais dire, voilà, constituer un petit groupe, ainsi de suite. Et aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a un plan national de télémédecine qui est né. Il y a une société ivoirienne de télémédecine qui est constituée, qui a 2 ans d'âge, qui n'a pas les 20 ans de la société tunisienne, mais on n'a que 2 années. On a fait notre premier congrès où les amis d'Afrique subsaharienne, Fatima, et de la France sont venus nous accompagner. Alors, pour recadrer les choses, ce temps d'immersion auprès de la Société française de télémédecine nous a amenés, nous, Africains, à penser ensemble, à vouloir travailler ensemble. Et c'est dans ce sens que je salue encore le professeur Aziz El Matri qui nous a accueillis en Tunisie. Donc, demain, on dira que la fédération, si on arrivait à la mettre en place de télémédecine, la Tunisie serait le berceau de cette fédération africaine que nous projetons pour porter ensemble ces valeurs de réflexion commune. Alors, de façon plus pratique, on a l'impression que les choses vont beaucoup plus lentement quand on regarde ce qui se passe dans les pays. Je vais parler de la Côte d'Ivoire, mais je pense que ce temps de réflexion, ce temps d'échange, ce temps de construction que nous mettons à travailler les uns avec les autres. Par exemple, le groupe francophone de santé numérique, qui est un groupe de travail qui dépend directement de la Société française de santé digitale. On a eu une dizaine de réunions dans cette période Covid, chacun dans son pays, mais de façon assidue. On a eu des temps de réflexion pour penser le déploiement de la télémédecine. Parce qu'évidemment, la télémédecine en Europe ou dans les pays qui la pratiquent aujourd'hui avec aisance ne s'est pas faite sans difficulté. Donc, nous, on est pressés, mais il faut qu'on y aille pas à pas, de façon méthodique, pour pouvoir lui donner, j'allais dire, toutes ses lettres de noblesse et qu'elle puisse répondre aux problématiques de santé. Et donc, au niveau de ce groupe, nous envisageons, comme je l'ai dit, de mettre en place un cadre de coopération nord-sud et sud-sud pour pouvoir trouver des solutions loco-régionales, des solutions régionales, des solutions continentales à nos problèmes. Et on pense qu'aujourd'hui,
c'est possible. Mais c'est possible, mais il ne faut pas oublier qu'il y a de vrais défis. Les vrais défis, ça va être l'Internet. Sans Internet, ce n'est pas la peine. Donc, c'est pourquoi les experts qui nous accompagnent nous demandent, en matière de télémédecine, de privilégier la téléexpertise, qui, elle, peut se concevoir de façon asynchrone. Même si la connexion n'est pas disponible, quand elle va revenir, on a un temps de réaction. Alors, si on va tout de suite à la téléconsultation qui nécessite des bandes passantes beaucoup plus importantes, il va y avoir des freins. Les gens vont se décourager parce qu'après une tentative, 2 tentatives, vous avez une file d'attente de 10 patients en téléconsultation, un malade sur 2. Donc, on va tuer, j'allais dire, la poule dans l'œuf. Donc, il faut y aller de façon très intelligente pour pouvoir réaliser, pouvoir laisser le temps à la télémédecine d'éclore en attendant que tout ce qui est système informatique, système Internet accompagne parce que c'est le préalable. Ensuite, il y a eu la grande guerre des concepts de terminologie, e-santé, télésanté, télémédecine. Mais télémédecine, pour nous qui aimons la télémédecine, ça doit rester cet acte médical de notre époque. Et comme le dit Simon-Pierre, bientôt, dans télémédecine, il y aura un mot de trop qui sera télé. Ce sera juste la médecine de notre époque. Parce que la responsabilité médicale dans cette activité doit rester, ça ne doit pas être dilué parce qu'on utilise les technologies de l'informatique. Et donc, nous sommes des puristes, nous voulons que la télémédecine demeure un acte médical pour accompagner et surtout régler les problèmes de santé. Et puis enfin, il faudrait que chaque pays qui va élaborer une stratégie de télémédecine, ces stratégies répondent évidemment à des priorités de santé. On ne fera pas un projet de télémédecine parce que c'est une mode, parce qu'on a Internet. On va le faire parce qu'il y a vraiment un besoin de santé. Et ça, je pense que c'est un message important. Dès l'instant où il y a un besoin, on a plus d'opportunités d'avoir des réponses favorables, d'avoir de l'adhésion, que ce soit auprès de la population ou alors des professionnels de santé. Donc, il y a une co-construction à faire avec les associations de patients. Maintenant, il y a le cadre juridique qui va être globalement le même avec des spécificités d'un pays à l'autre. Donc, voilà un peu ce que je voulais, pour ne pas monopoliser la parole, de partager avec l'ensemble des panélistes en vous remerciant et en restant toujours à disposition pour poursuivre les débats. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage. Nous voyons que nous avançons dans tous les pays, mais à petits pas apparemment. Donc, la lenteur nous est commune, ce qui nous console. Bon, mais nous espérons faire mieux pour nos citoyens. Là, avant de passer à Madame Aladouanine, Ghislaine Aladouanine, je voudrais saluer pour les participants qui ont un empêchement entre-temps. Donc, Madame Aladouanine, qui est une pionnière de la télémédecine, sa dernière œuvre, c'est la création de l'Académie francophone de santé numérique, à laquelle la Tunisie a participé. Son parcours a commencé, à ma connaissance, vers les années 60, où elle avait vu une expérience canadienne qu'elle a essayé de transposer à la France et, je crois, aux pays africains, où elle a fait beaucoup. Et avec peu de moyens, elle a fait beaucoup, et nous espérons que ça sera un exemple pour nous tous. Ghislaine, bienvenue. Grand merci. Vraiment, bonjour à tous. Vraiment, merci de m'accueillir. Vous m'honorez. En particulier, je voudrais saluer justement mon ami que j'admire, qui est membre fondateur de notre Académie francophone de télémédecine et santé, le professeur Aziz El Matri. Et bravo pour l'organisation. J'avoue que passer après vous tous, on n'a plus rien à dire, j'oserais dire. Donc, parce que vous avez tellement su montrer quelles étaient les opportunités, mais aussi les risques, qui sont les mêmes fondements, les idéogrammes, je dirais justement, du mot défi. Comme vous le savez, à l'heure actuelle, c'est un grand chantier que l'on doit ouvrir. En 2005, j'ai été le lauréat du SMSI qui s'est passé à Tunis, hein, qui était sous l'égide de l'ONU, qui était au niveau de ce qu'ils ont appelé le sommet mondial de la société d'information. Vous tous ici, vous devez vous en rappeler. Et donc, j'avais dit, mais écoutez, on ne pourra y arriver que si on se met tous ensemble. Et j'avais pris un adage africain
en leur disant avec j'essaierai, on ne fait rien, avec je voudrais, on fait de grandes choses, mais avec nous voulons tous ensemble en convivance. Convivance, ça veut dire partage des capacités de chacun au bénéfice de tous dans une cohabitation harmonieuse et intergénérationnelle. On fait même l'impossible. Et j'avais dit, il serait temps, certes, on peut monter des fédérations, etc., mais il faut les monter avec un horizon et avec une vision. Et la vision d'un grand chantier qui serait une force de solidarité pour le déploiement de la télémédecine en Afrique, qui est, j'oserais dire, il ne faut quand même pas l'oublier, qui est précurseur dans l'apport des nouvelles technologies à la santé et l'éducation. Il n'y a pas de santé et d'éducation sans développement. Il n'y a pas de développement sans santé et éducation. Donc, il faut que tout cela soit conjugué pour qu'on arrive à essayer de rendre un peu meilleur notre monde et surtout rendre plus heureux nos concitoyens. Parce que là-dedans, et je ne voudrais surtout pas qu'on oublie au bout du bout le patient. En 2005, justement, j'avais lancé les 6 P de la télémédecine. C'est-à-dire, tout à l'heure, avec un plaisir inouï, j'ai vu que qu'on avait repris, que c'était passé, je dirais, c'était presque banalisé, déjà les 4 P. Mais en plus je dirais, des 4 P, il faut rajouter un autre qui est le P de proximité, comme un autre qui est pluriel, c'est-à-dire qu'on a le prédictif, on a le participatif, on a le personnalisé, on a le préventif, qui est, à mon avis, l'avenir de l'Afrique, ça sera dans le préventif, c'est-à-dire en ayant vraiment conscience que si on s'y prend avec une bonne volonté courageuse, comme dirait Pagnol, très en amont, on évitera beaucoup de malheurs et de frais aussi. Donc, en clair, rajouter proximité pour que dans un grand chantier, on arrive à s'adapter au territoire. Il n'y a pas un territoire qui se ressemble, comme il n'y a pas un patient qui se ressemble. Donc, dans ce défi, il y a un premier mot certainement qui va être l'adaptabilité. Et j'étais très heureuse de voir à quel point vous alliez dans ce sens, que vos structures, que vos organisations, que vos instances évoluaient dans ce sens-là. Par contre, je n'ai pas, mais certainement que vous y aviez pensé, dans les années, je ne vous parlerai pas des années 80 au Canada, etc., mais je vous parlerai des années fin 90, 2000, quand j'ai initié les premières expériences de télééchographie satellitaire. Parce qu'à ce moment-là, c'était le meilleur moyen, en passant par les satellites, d'arriver à véritablement faire de ce qu'on a appelé de la télééchographie satellitaire. Je l'ai fait dans une région qui était la région de Tambacounda. C'est une région qui est en face, vous voyez bien où c'est, hein, de la Gambie, au-dessus de la Guinée, près du Mali, de la Mauritanie. Enfin, surtout, comme vous le savez, quand il y a 2 morts en mortalité maternelle et infantile, 2 morts à Paris, il y en a 500 à Dakar, et là-bas, il y en a 1800. Je dirais, c'est un passage, je dirais, un péril sanitaire qui est absolument terrible. Et là, on a pu démontrer qu'on pouvait répondre à la question angoissante, parce que en fait, c'est cela je dirais, le but. C'est cela le but. Répondre à la question angoissante n'importe où, dans n'importe quel endroit, mais qu'est-ce que j'ai? Et deuxièmement, faire en sorte avec nos structures qu'il y ait des prises en charge adéquates. Pour qu'il y ait des prises en charge adéquates, et vous l'avez très bien dit, il faut naturellement qu'il y ait les communications qui sont en adéquation avec les besoins. Il faut rester vraiment très concret, utile, j'oserais dire le plus près possible des besoins des patients. C'est vrai, moi j'ai œuvré pour qu'il y ait de la 5G, par exemple, en France, mais il ne faut pas non plus
il ne faut pas oublier, il ne faut pas se faire plaisir, j'oserais dire, d'une façon nombrilique, en faisant comment dire, de l'intellectualisme informatique. Naturellement, ça serait idéal à condition que tout le monde puisse s'en servir, à condition que tout le monde puisse le payer. Parce que la faisabilité, c'est aussi financièrement pouvoir y arriver. Donc, moi, je suis plus pour je dirais, une adaptabilité des communications à des territoires, à des besoins qui sont donnés. Et vous l'avez, je dirais, vraiment très, très bien fait, que ce soit, je dirais, en Côte d'Ivoire, que ce soit au Maroc, que ce soit en Tunisie. Vous êtes quand même en proue, vous êtes des locomotives. Donc, mais c'est pas partout pareil. Alors, certes, on a démontré, et on a été les pionniers à démontrer l'apport des nouvelles technologies à la santé. Il y a eu sous l'égide de, j'ai été d'ailleurs nommé au niveau du continent africain, j'ai été nommé conseiller spécial à ce moment-là, donc ça c'était en 2003, auprès du NEPAD, qui était le nouveau partenariat pour le développement africain. Et ainsi, après avoir fait des expériences de démonstration de l'apport des nouvelles technologies à la santé, j'ai pu les exposer au G8 qui était à ce moment-là rassemblé. En étant conseiller spécial du NEPAD, on m'a donné à ce moment-là la parole. Et donc, ça a été évoqué au premier, je dirais, au premier volet du sommet mondial de la Société de l'information à Genève en 2003 et en 2005 à Tunis. Je voudrais en revenir sur ce 2005 à Tunis où véritablement, là, il y a eu une prise de conscience et un coup d'accélérateur. Mais j'oserais dire qu'il faut, de petits pas, il faut passer à des grandes avancées. La Covid, certes, cette pandémie nous fait à tous, je dirais, un mal profond, que ce soit social, sociétal et économique. Mais c'est un révélateur je dirais, des possibilités que la e-santé peut être un recours. Pourquoi télémédecine à distance? Donc, à l'heure actuelle, c'est quoi la télémédecine? Soyons simples, je voudrais dire, c'est d'un coup de baguette magique amener un médecin au chevet du patient. C'est faire voyager les données, les datas. On n'en a pas parlé non plus, des données, des datas qui sont précieuses comme le sang. Donc là aussi, il faudra qu'on en parle. Donc à l'heure actuelle, on est au pied du mur. C'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux à ce qu'on se rassemble sur une vision, sur un horizon, sur un projet. C'est quoi un chantier? C'est quoi un grand chantier? C'est dire, certes, il y a un comité de pilotage. Le comité de pilotage, rien qu'à vous voir, je dirais, il y a l'envergure de tas de personnalités qui ont depuis des années travaillé ensemble et qui peuvent véritablement mettre en place un carnet de route, une feuille de route avec des tâches et derrière des tâches, mettre les moyens. Parce que s'il n'y a pas les moyens je dirais, de ce chantier, eh bien, ça ne marchera pas. Et à l'heure actuelle, j'écoute encore beaucoup des yaka faucons, c'est-à-dire, oh, c'est facile, on est dans le lexical, c'est facile. Mais ce qu'il faut, moi, quand j'ai été faire mes démonstrations de télééchographie satellitaire, excusez-moi de dire ça aussi crûment, je suis venue avec l'argent, c'est-à-dire que j'avais réussi à monter un fonds de solidarité pour un déploiement de la télémédecine en Afrique. J'ai été chercher des grands opérateurs, j'avais été chercher le CNES pour me fournir les satellites, etc. Donc, c'est en clair, il faut véritablement avoir la vérité des fonds sur
une ligne budgétaire. Si on n'a pas une ligne budgétaire assez joufflue pour faire le déploiement de la télémédecine, ça ne marchera pas. Ou si, encore à petits pas. Et à l'heure actuelle, on est en train de pleurer, de dire, mais regardez, ça marche, allons plus vite, accélérons. Donc, en clair, je dirais, nos gouvernants à l'heure actuelle, quel que soit dans les pays, ils ont une tâche immense. Vous voyez bien, en plus, avec cette pandémie. Mais véritablement, s'il y a un secteur où il faut mettre les moyens, c'est bien celui qui passe, j'oserais dire, qui angoisse tout le monde, c'est justement répondre à sa question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai? C'est cela aussi la télémédecine. Donc, j'avais préparé tout un document pour vous expliquer où en était l'état actuel de l'Afrique. J'ai les chiffres, mais je ne vais pas, on n'a pas le temps de vous les donner, mais j'ai fait un état des lieux du continent africain parce que depuis 30-40 ans que je parcours l'Afrique au niveau humanitaire en président Télémédecine sans frontières. Inutile de vous dire que j'ai pu voir par-ci, par-là et comment dire, ça me tient tellement à cœur. Ce que je n'ai pas vu non plus, c'est il arrive un moment, une fois que le troupeau, que les vaches ont été traitées, il y a un lait. Il y a ceux qui font, je dirais, qui font les champs pour l'herbe, pour que les vaches vont je dirais, brouter. Et puis après, il y a le lait et il y a, sur le lait, il y a la crème. Je dirais là, ce que je reconnais au niveau de l'Afrique, vous avez un don pour savoir récolter la crème. Donc, il faut en profiter. Parce que moi, j'ai vu, par exemple, qu'il y avait au niveau du filaire, au niveau du téléphone filaire, hein, on avait eu en 30 ans 3 millions de téléphones filaires. En 3 ans, j'ai vu plus de 3 millions de téléphones portables. Donc, l'Afrique est le pays de l'avenir pour le monde. Pourquoi? Parce que avec tout ce qu'on a pu voir à travers le monde, où il y a eu beaucoup de brouillons, si on peut dire, qui ont été faits. Maintenant, si on regarde bien, si on observe bien et en tenant compte de tout ce qui a été fait de ces expériences, vous pouvez faire un bond en avant. Et moi, bien modestement, bien humblement, et tous les membres de notre académie, comme vous le savez, on a dans l'académie, on a le professeur Geschbuller avec lequel on a monté le réseau RAFT. On est dans plus de 20 pays, mais depuis plus de 20 ans. Donc, et ce sont des milliers de personnes qu'on a passées, je dirais, par la télémédecine. On a des réseaux comme l'UNFM, qui est l'université numérique francophone mondiale, qui est présidée par le docteur Lynn Kleinbral, qui est en même temps la référente télémédecine de l'OMS sur le programme B-Mobility, BLC, c'est-à-dire des programmes qui sont adaptés aux besoins du patient. Donc, je ne voudrais pas trop prendre je dirais le temps de parole et je suis tellement à votre disposition, mais tout ça pour vous dire que, j'avais salué dans ce que je voulais vous dire déjà toutes les initiatives de formation. J'ai vu qu'il y a des formations, il y a 3 universités, Bamako, Dakar, Abidjan, qui sont associées pour monter quelque chose. C'est, je dirais, l'Afrique à l'heure actuelle fourmille d'initiatives. Ce qui manque, c'est véritablement arriver à structurer et à oser avoir l'audace de la convivence, c'est-à-dire vraiment un partage des capacités de chacun au bénéfice de tous dans une vision, un grand chantier qui serait une force de solidarité pour le déploiement de la télémédecine, c'est-à-dire en maillant le continent africain pour que n'importe où, dans n'importe quel endroit, on puisse répondre à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai? Merci mes amis. Merci Ghislaine pour cette excellente intervention qui nous donne de l'espoir. Donc vous dites yes we can, comme il avait dit,
Bon, qu'avons-nous fait jusque-là? Bien, je pense qu'il y aura une réponse prochaine, que tous les pays africains et nous, dans le cadre de la Fédération africaine de santé numérique, qui se réunira d'ailleurs à Tunis, en Tunisie, au mois de février, nous allons vous envoyer une invitation, nous allons essayer de faire un programme concret, faire le bilan de la situation, dire pourquoi nous n'avons pas avancé assez vite, pas aussi loin, et comment faire. Bien, je vous remercie tous en ce qui concerne cette partie du panel. S'il y a des questions sur ce, sinon on va passer à une troisième partie. Oui, la communication n'est pas toujours très bonne. Non, c'est bon. Bon. Docteur Aziz, merci, un grand merci pour cet échange. Et effectivement, la télémédecine, elle doit être une composante importante parce qu'elle optimise pas mal d'aspects dans cet écosystème santé. Je voudrais bien, si vous le permettez, repasser la parole à M. Karim Mahrez parce qu'il y a des questions sur la première partie et certainement sur la vôtre aussi. Et comme ça, on va se rattraper. Je crois que si Karim va poser des questions à certains des panélistes, je lui cède la parole. Merci. Merci Farid. Avant de donner la parole, je voudrais attirer l'attention sur ce qui s'est passé ces dernières années, notamment en Asie. L'évolution est palpable. On voit vraiment des faits qui se font du côté de la Chine qui sont importants et surtout qui répondent aux besoins du continent africain. Moi, j'appelle vraiment à regarder de ce côté-là parce que côté infrastructure, moi, j'attire l'attention que sur le fait que les technologies qui arrivent, c'est des technologies qui répondent à un phénomène qui est nouveau et qui est le temps réel. Donc, si je compare la 4G avec la 5G, on passe de 4 millisecondes pour une communication à un phénomène de moins de 1 milliseconde. Donc, la téléchirurgie qui commence à être pratiquée en Asie a déjà commencé. Donc, moi, j'appelle le continent à être plus intelligent maintenant et savoir traiter, parce que côté infrastructure, la bataille entre ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine ne nous concerne pas. Et nous, on aura besoin de mettre une infrastructure peut-être chinoise pour rattraper le gap et commencer à mettre les procédures qui vont nous permettre d'avancer rapidement. Donc, il faudrait un peu sortir et disrupter le système et que chaque pays arrive à mettre en place parce que l'infrastructure, qu'on le veuille ou non, et ça a été dit tout à l'heure, il suffit qu'il y ait une connexion qui tombe une fois, deux fois, pour que les gens rebroussent chemin. Donc, ce que moi j'ai vécu ces dernières années, ce que j'ai vu depuis les 3 dernières années en Chine, est incroyable. Je vous assure qu'on parle de connexion de 100 millions de personnes avec de la téléchirurgie, etc. Donc, j'appelle, moi, puisqu'on va sortir avec un livre blanc, c'est d'aller vite vers ces infrastructures-là, de mettre en place la proximité qui va arriver avec la 5G, d'arriver avec l'un des objets qui va nous permettre partout de suivre la santé connectée, chose que eux ont fait. Nous, on se recherche, on met les procédures. Je crois qu'il faut distinguer les deux. L'infrastructure, il faut avoir une stratégie claire au niveau des États pour rattraper le gap et aller très vite. Côté procédural, là, il y a des choses à faire, il y a des formations. Moi, je retiens l'université doit s'y mettre parce qu'il faut préparer, réadapter vers la santé connectée, faire de la téléchirurgie, utiliser l'Internet des objets connectés en temps réel nécessite réellement une formation. Donc voilà un peu ma réflexion par rapport au continent africain et comment nous pouvons faire un leapfrog. Leapfrog, c'est un saut de grenouille, ce qui a été fait dans la monétique en Afrique, le paiement mobile. Donc moi, j'appelle l'Afrique à aller plus vite et à faire un leapfrog
un saut de grenouille par rapport à l'infrastructure, parce que si on va suivre malheureusement ce qui se passe maintenant entre les intérêts européens, américains et les Chinois, on va perdre beaucoup de temps. Donc, je pèse mes mots, c'est un peu mon discours avec mon ministre des Télécoms. Maintenant, il faut prendre ses responsabilités par rapport à cette distribution technologique qui va nous permettre de rattraper rapidement tout ça. Et je vous annonce réellement, hein, c'est que dans des régions comme en Espagne, à Barcelone, la téléchirurgie utilisant la 5G a déjà démarré. Donc, on n'est pas en train de parler de science-fiction. La téléchirurgie démarre déjà. C'est des boîtiers qu'on monte un peu partout. C'est du temps réel. C'est un temps de latence inférieur à 1 milliseconde. Et avec les objets connectés, on peut tout voir. Donc, côté infrastructure, je reviens. Il faudrait peut-être avoir une stratégie plus rapide. Maintenant, je voudrais revenir aux questions et ce qui m'a été demandé de voir. Plusieurs questions. Je reviens au premier thème du système d'information de ce qui s'est produit en Tunisie. Le retour est qu'on a beaucoup de demandes sur pourquoi ça va à petits pas, notamment en Tunisie. Pourquoi? Est-ce que je peux intervenir? Karim, oui, madame, en deux mots. Oui, Karim, en 2 mots. C'est l'autre fille. C'est l'autre fille. Madame Ghislaine Alajouani souhaite intervenir. Oui, je vous comprends, moi, parfaitement. Simplement, je voudrais vous signaler que dans nos membres de il y a le professeur, par exemple, Maresco. Au niveau du professeur Maresco, il y a la Mecque de la téléchirurgie qui a été démontrée et qui est faite par l'IRCAD. L'IRCAD, d'ailleurs, qui développe des structures en Afrique, et ce sont les Chinois qui viennent apprendre à l'IRCAD à Strasbourg et en Afrique.